Lorsque je sors d'un chemin de terre, je dois toujours marquer l'arrêt avant de m'engager sur la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici, c'est un chemin de terre, mais vous pouvez aussi avoir la même question pour une sortie de maison, par exemple, ou sortie d'un parking privé, ou d'une route vraiment qui n'est pas ouverte à la circulation. Tous ces exemples-là, quand vous sortez de ces zones-là, vous n'avez pas obligation de marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Le texte de loi dit que vous devez avancer à une vitesse suffisamment réduite pour vous permettre de vous arrêter sur place si nécessaire. Mais vous n'avez pas d'obligation de marquer un temps d'arrêt. Donc c'était réponse B. J'adopte une bonne trajectoire pour tourner à droite. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Alors, si on revient en arrière, vous pouvez voir que ici, il y avait un marquage au sol. Nous, ça nous oblige, si on veut tourner à droite, à se placer dans cette voie-là pour ensuite tourner à droite. Et si on veut aller tout droit, eh bien, on se place comme la voiture de devant. Et puis ensuite, on peut aller tout droit ou un peu plus loin sur la gauche. Je n'ai pas adopté une bonne trajectoire parce que vous pouvez constater sur la vidéo que j'ai continué tout droit et que je n'ai pas emprunté cette trajectoire-là. J'ai trop avancé et je me suis retrouvée à peu près à hauteur de ce véhicule-là. Donc ma trajectoire est mauvaise. Réponse B. La signalisation me limite à 3,35 m de largeur. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est le panneau d'interdiction pour une hauteur. Vous avez les petites flèches de bas en haut comme ici. À ne pas confondre avec ce panneau-là qui nous dit là, c'est la largeur. Donc là, c'est bien un problème de hauteur. C'était réponse B. Je suis bien placé pour tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. On peut voir que c'est un marquage temporaire parce que c'est jaune. Donc initialement, là, cette voie-là était pour aller à gauche et celle-ci était certainement pour aller tout droit ou à droite. Mais à cause d'un marquage temporaire, je ne peux plus accéder à cette voie-là. D'ailleurs, cette voiture-là est en infraction. Je dois me placer dans cette voie-là, qui sera d'ailleurs pour toutes les directions possibles, à droite, tout droit ou à gauche. Donc, je suis mal placé pour aller à droite. Réponse B. Je dois être plus méfiant envers les piétons qui me tournent le dos. Réponse A. Les piétons qui me font face. Réponse B. Il y a quand même plus de risques avec des piétons qui vous tournent le dos, parce que là, ils ne vous voient pas arriver, ils ont l'air préoccupés. Il y a plus de risques qu'ils fassent un geste imprudent alors que vous arrivez au même moment. J'ai pas dit qu'il y avait pas de risque avec les piétons qui nous font face, mais ceci dit, il y en a quand même moins qu'avec des piétons qui ne nous voient pas. Donc c'était réponse A. Je mets le clignotant immédiatement si je tourne. À gauche au feu tricolore. Oui, réponse A. Non, réponse B. À droite au feu tricolore. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, le feu tricolore est encore assez loin, il est ici, et on peut se rendre compte qu'il y a une intersection qui est entre nous et le feu tricolore. Donc, si je le mets à droite avant d'arriver au feu tricolore, ben, là, il y a un risque, c'est que ce véhicule-là croit que je vais tourner à droite, parce que j'ai déjà mis mon clignotant, et il risque de s'engager juste devant moi, alors que moi, j'avais l'intention de tourner un peu plus loin. Donc, quand il y a une intersection avant ou qu'il y a un risque de confusion justement avec d'autres personnes, je mets mon clignotant un peu plus tard. Donc là, j'attends d'être à hauteur de l'intersection, de manière à ce que on ne puisse pas croire autre chose. À gauche, vous voyez, il n'y a pas d'intersection, donc ça ne peut pas porter à confusion. Donc à gauche, je peux le mettre dès maintenant. Donc c'était oui pour la gauche, donc réponse A, et non pour le clignotant droit, donc réponse D. Donc ça faisait réponse A et D. Le conducteur de cette voiture voit très bien le motard arriver. Oui, réponse A, non, réponse B. Un motard, c'est pas très gros, donc ça risque très vite de ne pas être trop vu dans un rétroviseur extérieur. Il sera pas vu dans le rétroviseur intérieur parce qu'on voit juste derrière. Le rétroviseur extérieur, peut-être qu'il me voit un peu, mais je risque aussi de me retrouver un peu là, dans cette position, dans l'angle mort, c'est-à-dire dans le champ de vision qui n'est pas recouvert par le rétro extérieur. Et comme en plus de ça, le motard ne prend pas beaucoup de place, il y a vraiment un gros risque de ne pas être vu. Donc, est-ce qu'il voit très bien le motard arriver? Non, réponse B. Je rentre dans une zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Je dois m'équiper du 1er novembre au 1er mars, réponse A. Du 1er novembre au 31 mars, réponse B. Toute l'année, réponse C. Donc je le rappelle, ça quand vous rentrez dans cette zone-là, vous devez soit avoir sur vos 4 roues de la voiture, donc j'ai bien dit les 4 et pas les 2 roues motrices. Donc je dois absolument avoir des pneus adaptés, donc des pneus neige avec les petits symboles de référence, ou alors je dois posséder avec moi et les mettre si besoin, je dois posséder des chaînes à neige ou des chaussettes à mettre sur les 2 roues motrices. Cette obligation, elle agit uniquement du 1er novembre au 31 mars. Donc jusqu'à fin mars et pas début mars. Donc jusqu'à fin mars. Réponse B. Ça, si vous ne savez pas par cœur, notez-le et apprenez-le par cœur. Vous devez vraiment le savoir. En plus de ça, tous les ans, vous allez être confronté à ce genre de signalisation si vous circulez un petit peu partout en France. Je passe le premier. Oui, réponse A. Non, réponse B. On peut voir que là, le panneau me donne la priorité de passage. C'est ceux qui arrivent en face, qui arrivent dans l'autre sens, qui ont la flèche rouge. Donc normalement, il est censé me laisser passer. Mais il a mis son gyrophare. On a aussi entendu la sirène, hein. Donc il devient prioritaire. Ce qui fait que je ne passe pas le premier, contrairement à ce que me donne la signalisation. Là, je l'oublie, la signalisation. C'était réponse B. Ce panneau m'informe que je ne peux pas dépasser les cyclistes. Je dois obligatoirement rester derrière. Vraie réponse A, faux réponse B. Donc ça s'appelle un chaussée-doux. En fait, c'est une chaussée pour la circulation douce. Donc ici, on va circuler à allure lente sur ce type de route. Vous avez l'autorisation de rouler en plein milieu parce qu'en fait, il n'y a qu'une voie de circulation au milieu et on va se la partager avec ceux d'en face.
Si quelqu'un arrive en face, on se met derrière le cycliste, lui aussi se met derrière le cycliste, on attend de finir de se croiser pour ensuite pouvoir dépasser le cycliste en utilisant la voie du milieu, puisque cette fois-ci on sera tout seul. Donc c'est pas une interdiction de dépasser le cycliste, c'est juste pour nous dire de nous rabattre derrière, de patienter si on a quelqu'un en face, avant de pouvoir réemprunter de nouveau la voie du milieu. Donc c'était réponse B. Je circule avec les feux de position seuls. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Les feux de route. Réponse C. Alors, on va observer, vous voyez là, il fait presque nuit, hein. On n'a pas beaucoup de visibilité, mais on voit malgré tout que nous sommes en agglomération, hein. On voit des bâtiments, des maisons ici avec de l'éclairage, et à droite aussi, il y a une maison ou une église peut-être, mais il y a donc des bâtiments. Donc nous sommes en agglomération. Mais il n'y a pas d'éclairage, vous voyez, c'est pas allumé les lampadaires. On n'en voit nulle part des lampadaires, il n'y a aucune lumière. Donc à partir du moment où il n'y a pas d'éclairage, ça c'est la règle. Si vous avez un doute là-dessus, j'ai fait une vidéo sur les éclairages à mettre. Donc la règle, c'est que s'il n'y a pas d'éclairage, ça c'est à connaître par cœur, hein. S'il n'y a pas d'éclairage, qu'on soit en ville ou pas en ville, peu importe, vous devez mettre absolument vos feux de route. Ça, c'est obligatoire. Pas d'éclairage, ville ou pas ville, ça nous est égal, on doit mettre les feux de route. Donc là, c'était réponse C. Seul un volant muni d'un airbag est réglable en hauteur et en profondeur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors l'airbag n'a rien à voir avec le réglage de la hauteur et de la profondeur du volant. C'est deux choses différentes. Vous pouvez très bien avoir une voiture avec un airbag et le volant n'est pas réglable. Et vous pouvez avoir un volant, une vieille voiture, dans les premières vieilles voitures on avait encore ça, le volant qui est réglable en hauteur et en profondeur, mais il n'y avait pas encore les airbags à cette époque-ci. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Donc là c'était réponse B. Je continue le dépassement, réponse A, ou je me rabats à droite, réponse B. Alors, nous sommes ici sur la voie du milieu, d'accord, en train de dépasser les voitures qui sont ici. Une voiture derrière moi aussi est en train de dépasser, mais ça n'empêche pas, moi je peux continuer mon dépassement. D'autant plus que ici, c'est une ligne continue, une bande blanche, mais le bon terme c'est ligne continue. Ce qui fait que normalement, il n'y a personne qui arrive en face. Donc je ne rencontrerai pas de véhicule en face. Du coup, je peux, même si j'ai pas beaucoup de visibilité, du coup, je peux quand même continuer mon dépassement. Donc, réponse A. L'utilisation de la caméra de recul dispense d'utiliser les rétroviseurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. De se retourner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la caméra de recul, c'est une aide à la conduite. Mais attention, elle ne remplace pas tout. C'est seulement un plus en fait, parce qu'il faut quand même se retourner pour regarder un peu partout. C'est important parce que vous ne verrez pas tout dans une caméra de recul, tandis que quand vous vous retournez, vous avez quand même un meilleur champ de vision et une meilleure appréciation des distances, d'accord? Donc, ça permet aussi de voir plus loin aussi avec notre regard direct.
Il faut aussi utiliser les rétroviseurs et ne pas hésiter à se retourner. Donc là, on nous demande l'utilisation de la caméra de recul dispense. Alors, dispense, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de faire les choses. Donc, est-ce qu'on n'a plus besoin d'utiliser les rétroviseurs grâce à la caméra de recul? Non, il faut quand même les utiliser. Est-ce qu'on n'a plus besoin de se retourner? Non plus. Est-ce que ça nous dispense de se retourner? Non. Donc là, c'était réponse B et D. Je ralentis. Réponse A. Je maintiens l'allure. Réponse B. J'accélère. Réponse C. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, vous avez vu, on est sur une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central. Donc ici, on est bien en sens unique. Je vois un poids lourd qui est en train d'en dépasser un autre. Donc jusqu'ici, pas de souci. Si on regarde, est-ce que j'ai mes distances de sécurité? Oui, j'ai bien 2 bandes d'arrêt d'urgence. Donc pour l'instant, j'ai mes distances de sécurité. Mais le problème, c'est ça. C'est que un poids lourd, lui, il est limité à 90 km/h. Donc moi, je roule à combien? Presque 130 km/h. Ça fait une sacrée différence de vitesse. Donc je vais très vite arriver dessus et je ne pourrai plus, dans quelques secondes, respecter mes distances de sécurité. Donc je vais être obligé de ralentir pour maintenir mes distances de sécurité. Donc c'était réponse A. Je dois être prêt à m'arrêter à l'intersection numéro 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Numéro 2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Là, vous avez vu, vous avez une même image. Vous arrivez sur une intersection, là, avec une intersection qui est un peu plus loin. Et puis, une signalisation qui vous annonce quelle est la règle de priorité de passage au niveau de l'intersection. Ici, on nous annonce que c'est une priorité à droite. Donc, je devrais laisser passer ceux qui viennent de droite, obligatoirement. Ici, on me dit que je suis sur une intersection où je suis, vous avez vu, j'ai le gros trait par rapport aux petits traits qui sont sur les côtés. Donc, si je continue tout droit, là, on ne voit pas la route d'en face, mais si je continue tout droit, je suis prioritaire. Donc là, c'est une priorité à droite, et là, je suis prioritaire. Donc, on peut se dire que priorité à droite, là, je me tiens prêt à m'arrêter à l'intersection, d'accord? Parce que s'il y a une voiture qui arrive, je dois la laisser passer. La photo numéro 1, oui. Là, on me dit que je suis prioritaire à cette intersection, mais regardez le contexte. Qu'est-ce qui se passe? On a de la neige un peu partout, on n'a pas de visibilité sur ceux qui viennent de droite, et en plus de ça, vous avez vu l'état du sol, il a l'air verglacé. Donc il y a un fort risque que la personne qui va arriver là, qui aura soit un stop, soit un cédé de passage, je ne sais pas, bah peut-être qu'elle va glisser à l'intersection, d'accord, et se retrouver, moi, quand je vais vouloir passer, et ben si elle glisse, on va finir par se taper, d'accord. Et moi, j'aurai pas de quoi freiner en urgence non plus, parce que vous avez vu l'état du sol. Donc dans ce contexte-là, quand on est sur une route avec cet état d'enneigement-là, je m'apprête toujours à m'arrêter quand je vois un véhicule qui arrive sur le côté, au cas où il perd la maîtrise de son véhicule. Donc là, c'était oui aux deux, du coup. Je m'apprête à m'arrêter à l'intersection, oui, parce que là, c'est une priorité à droite. À la numéro 2 aussi, parce que c'est pas une priorité à droite, mais s'il glisse à l'intersection, c'est pour éviter l'accident, uniquement. Donc réponse A et C. Cette installation présente un risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, en cas de choc, la vitesse de l'airbag, elle se déploie à une vitesse qui est hyper rapide. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 30 millisecondes. 30 millisecondes, vous n'avez pas le temps de vous en rendre compte qu'il est déjà ouvert et gonflé.
Ça, c'est pour amortir le choc, c'est-à-dire que le but, c'est que l'airbag soit déjà gonflé avant que vous, votre tête, n'arrive dessus. Pour éviter d'avoir justement l'airbag qui se gonfle au moment où vous arrivez dessus. Là, ça serait très dangereux, vous prendriez une claque énorme. Si vous posez vos jambes comme ça ici, vous allez subir le gonflement de l'airbag qui va vous ramener brutalement les jambes vers votre tête, souvent votre tête, et là, ou vos organes internes, et là, vous allez subir des blessures qui sont très graves. Donc, oui, c'est un risque d'être installé comme ça. Donc, c'était réponse A. Le transport le plus rapide dans les agglomérations aux heures de pointe est le vélo, réponse A, la voiture, réponse B. Et oui, le transport le plus rapide dans les agglomérations pendant les heures de pointe, eh bien c'est bien le vélo. Par exemple, dans les bouchons, donc comme la situation ici, il faudra environ 12 minutes pour parcourir 3 km à un vélo, tandis que pour une voiture, il faudra 27 minutes et puis 18 minutes aussi pour les transports en commun. Donc c'est le vélo le plus rapide et de loin, réponse A. Pour économiser du carburant dans une descente, je passe au point mort. Je risque de perdre le contrôle de ma voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette méthode est efficace pour moins consommer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, surtout pas rouler au point mort. Surtout pas, parce que ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que vous n'aurez plus de frein moteur. Donc ça va pas vous aider à ralentir la voiture. Elle va prendre de plus en plus de vitesse et vous allez être obligé de freiner de plus en plus fort. Et de chauffer, donc vos freins risquent de surchauffer. Et ça, c'est pas bon non plus. Donc, en plus de ça, le fait de rouler et d'utiliser le frein moteur, vous allez beaucoup moins consommer, et même pas du tout, par rapport à si vous vous mettiez au point mort. Parce qu'il existe la coupure d'alimentation poussée, et donc on profite de l'énergie, de l'inertie de la voiture pour faire tourner le moteur. On n'a plus besoin de carburant à ce moment-là. Donc c'était réponse A et D. Pour mieux voir, j'allume les feux de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour simplifier, on n'allume jamais les feux de route de jour, alors quelles que soient les conditions. Et là, en plus de ça, ça n'apporte rien de les allumer, et ça peut être même pire. Pourquoi? Parce que le brouillard, il a tendance à renvoyer la lumière, c'est un peu un effet de réflecteur, et donc ça risque de nous éblouir nous-mêmes en mettant les feux de brouillard. Donc il faut surtout pas les mettre par temps de brouillard. Donc là, pour mieux voir, est-ce que j'allume les feux de route? Non, réponse B. Lorsque je règle mon siège, je dois régler en premier mes jambes, réponse A, mon dossier, réponse B, le confort dorsal, réponse C, peu importe, réponse D. Alors, pour s'installer correctement au poste de conduite, on doit toujours régler dans un premier temps le siège avec la profondeur des jambes. Ensuite, on doit régler la longueur des bras. Il ne faut pas avoir les bras tendus ni trop pliés. Donc, vous pouvez régler ça en inclinant le dossier ici et en modifiant aussi la profondeur et la hauteur du volant avec une petite manette souvent qui se retrouve juste en dessous du volant. Vous tirez dessus et puis ça permet de régler la profondeur. Ensuite, vous allez régler votre appui-tête. Après,
le rétroviseur, et à la fin, seulement à la fin, vous mettrez votre ceinture. Vous pouvez pas mettre votre ceinture dès le début, parce que comment vous allez vous pencher pour régler votre siège, par exemple? Donc, on met la ceinture en dernier. Alors, lorsque je règle mon siège, je dois régler en premier, ce que je vous ai dit, hein, c'est les jambes en premier. Le dossier, ça sera après. Et puis le confort dorsal, alors ça c'est en option sur certaines voitures, vous n'en avez pas toujours sur toutes les voitures, c'est pour bomber plus ou moins le bas du dos au niveau des reins, vous voyez, c'est juste pour un confort des lombaires, hein, tout simplement. Voilà, donc là, c'était réponse A. En appuyant sur le bouton de dégivrage, je pourrais faire disparaître la buée sur le pare-brise avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, on vous informe qu'on a mis le dégivrage sur la lunette arrière et pas sur le pare-brise avant. Le pare-brise avant, c'est ce symbole-là. Vous voyez? Ici. La différence, alors pour pas confondre, hein, pour le pare-brise avant, c'est toujours évasé comme ça. La lunette arrière, c'est bien rectangulaire comme ça. Donc ne confondez pas, ça c'est l'avant et ça c'est l'arrière. Donc là, en appuyant sur le bouton de dégivrage, je pourrais faire disparaître la buée sur, pas le pare-brise, mais sur la lunette. Donc là, c'était réponse B. Les traces de cannabis peuvent rester jusqu'à 5 jours dans les urines. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors en effet, ça peut rester jusqu'à 5 jours, voire même plus, hein, si la consommation est régulière, ça peut rester plus longtemps dans l'organisme. Donc réponse A. Je cède le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors on va regarder si la route de droite, déjà nous on n'a ni stop ni cédé le passage. Hein. On n'a rien ici sur le bord, au bord de l'intersection qui nous dit qu'on a un stop ou un cédé le passage. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Hormis un passage piéton, qui est ici, là on voit ni stop, ni céder le passage. Il n'y a pas de panneau non plus hein, qui informe qu'il y a un stop ou un céder le passage. Ce qui veut dire que c'est la règle de priorité à droite. Moi, quand j'avance, ce véhicule-là se trouve bien sur ma droite, donc je dois le laisser passer. C'est une priorité à droite, il est prioritaire. Donc là, c'était réponse A. L'obtention du permis B permet de conduire une voiture à boîte automatique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une voiture à boîte manuelle. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je vous confirme, le permis B permet de conduire une boîte automatique. En revanche, l'inverse, c'est pas possible. Si vous passez le permis B avec un véhicule automatique, le jour de l'examen, donc c'est le permis BEA, d'accord, boîte automatique, là, ça ne permet de conduire que des véhicules automatiques. Pour pouvoir ensuite conduire une voiture à boîte manuelle, dans ce cas-là, je dois faire une formation de 7 heures, d'accord ? Donc l'obtention du permis B permet de conduire une voiture à boîte automatique. Oui, réponse A. Une voiture à boîte manuelle. Oui, réponse C. Donc A et C. Cette situation est particulièrement utile aux conducteurs familiers des lieux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non familiers des lieux. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, là, on nous demande, on parle de familier des lieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire familier? Familier, ça veut dire qu'il a l'habitude des lieux, qui connaît les lieux et il y passe régulièrement. C'est ça que ça veut dire familier. Alors, on nous demande, cette signalisation est particulièrement utile au conducteur. Alors, vous avez remarqué, là, il y a le mot particulièrement. Particulièrement, ça veut dire qu'on va nous demander qui ça concerne le plus. Alors, est-ce que ça concerne ceux qui sont familiers des lieux ou plutôt les non familiers? Là, on nous dit carrefour modifié, régime de priorité modifié. Ça veut dire que celui qui a l'habitude, souvent quand on a l'habitude, on n'observe plus trop ce qui se passe autour de soi. On regarde un petit peu moins les panneaux parce qu'on connaît par cœur la route. On regarde moins les règles de priorité de passage parce qu'on sait qu'à tel endroit, d'habitude, eux ici, par exemple, ils avaient un stop, d'accord? Donc on fait moins attention à ces choses-là. À force, on ne lit plus la route de la même façon que si on ne connaît pas les lieux. Quand on ne connaît pas les lieux, on est obligé de tout anticiper, de tout observer. Donc on ne sera pas surpris, par exemple, si c'est une priorité à droite, parce qu'on est en recherche constante de ce qui va nous arriver. Un familier des lieux, lui, il va passer parce que d'habitude, ici, c'est un stop, donc il ralentit pas trop. C'est pourquoi, souvent, on est obligé de mettre plein de panneaux de signalisation pour prévenir ceux qui ont l'habitude, parce qu'ils auront tendance à passer sans faire attention à tout ça. Donc souvent, il y a le panneau qui vous dit « Attention, régime de priorité modifié », avec d'autres panneaux. Vous avez vu des panneaux de danger aussi, pour bien que vous fassiez attention. Donc, ça concerne surtout les familiers des lieux. Donc, c'était réponse A et D. Dans cette rue, peuvent circuler dans les deux sens les vélos, réponse A. Les cyclomoteurs, réponse B. Les motos, réponse C. Les autos, réponse D. Alors vous avez vu là, il y a un panneau qui nous dit double sens cyclable. Ça veut dire qu'il s'agit d'une voie de circulation qui a double sens, dont un sens qui est réservé exclusivement ça veut dire uniquement, rien que pour les cyclistes. Là, ce marquage-là, avec les flèches qui sont au sol, c'est réservé pour les cyclistes. Ils peuvent circuler dans ce sens de circulation, c'est-à-dire vers moi. Mais si j'ai un cycliste qui est ici, il peut aussi circuler dans cette voie-là, comme tous les autres usagers de la route. Il n'y a pas d'interdiction. Les vélos peuvent aussi, dans ce sens-là, circuler dans cette voie-là. Donc, ces réponses A. La différence de profondeur des sculptures entre les pneus arrière ne doit pas dépasser 5 mm, réponse A, 10 mm, réponse B. Alors, la sculpture, qu'est-ce que c'est? Ce sont, vous voyez là, les petites rainures que vous avez, aussi bien dans ce sens-là que dans ce sens-là. C'est pour laisser passer l'eau, pour que l'eau puisse s'évacuer, éviter de surfer sur l'eau. Plus vous allez rouler, plus cette gomme-là va s'user. Et donc, du coup, la profondeur des sculptures sera de moins en moins importante. Il faut absolument que sur un essieu, les pneus ne soient pas usés avec une trop grande différence. Il faut que ce soit à peu près identique. Et ça doit être absolument inférieur à 5 mm. D'accord? On ne doit pas dépasser les 5 mm. Donc c'était réponse A. Ce cadran indique la vitesse de rotation du moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il m'aide à réduire la consommation de mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc ça, c'est le nombre de tours par minute. Donc en fait, ça indique vraiment la vitesse de rotation du moteur. Ça s'appelle aussi le compte-tours.
Ça me permet aussi de m'aider à choisir le bon rapport de vitesse, donc de ne pas faire trop hurler ma voiture, de pas trop s'approcher de la zone rouge, ou de pas non plus être trop en sous-régime. Le fait de pas être trop en sur-régime ni en sous-régime, ça me permet de réduire ma consommation de carburant. Donc ça permet donc conduite souple, écologique et économique. Donc c'était réponse A et C. Le téléphone vibre. Je peux regarder furtivement de quoi il s'agit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Furtivement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est de façon très rapide. Donc, je sais pas, moi, je le regarde pendant une seconde, quoi. Alors, pour vous donner une idée, quelle distance on parcourt pendant une seconde? Eh ben, quand vous êtes à 50 km/h, vous allez parcourir 14 mètres. Quand vous êtes à 90 km/h, vous allez parcourir 25 mètres. Donc, imaginez, ne serait-ce qu'en ville, si vous fermez les yeux pendant 15 mètres. C'est chaud, hein, c'est dangereux, hein. Donc, c'est pour ça que c'est interdit de le regarder, même furtivement, même très rapidement. Il faut quand même savoir que 35% des accidents sont dus à un défaut de perception visuelle, d'accord? Donc, de quelqu'un qui a mal observé. Donc, réponse B. À l'arrière, une remorque doit être munie de 2 catadioptres triangulaires de couleur blanche, réponse A, rouge, réponse B, bleu, réponse C. À l'arrière d'une remorque, on doit toujours être muni de 2 catadioptres. Hein. C'est des réfléchisseurs de lumière, c'est ça les catadioptres. Donc ils sont triangulaires. Et de quelle couleur ils sont? Ils doivent être de couleur rouge. Donc c'était réponse B. Donc si vous ne savez pas ou si vous avez un doute parce qu'on l'a révisé ensemble mais vous aviez encore un doute, surtout vous le notez. Alors réponse B. Lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage, je débraye. Réponse A. J'embraye. Réponse B. Alors souvent vous vous trompez, même en conduite après, hein. Vous avez tendance à vous tromper entre le terme embrayer et débrayer. Alors la pédale d'embrayage est ici. Alors l'astuce pour savoir si on embraye ou si on débraye. Quand vous allez appuyer sur la pédale, c'est-à-dire l'enfoncer, la pédale elle va descendre vers le bas. Descendre, ça commence par un D. Donc vous allez débrayer. Pourquoi on dit débrayer? Parce que vous savez, vous avez le moteur qui tourne avec la petite transmission, d'accord, et les roues. Là, ça mène aux 4 roues. Quand vous débrayez, vous décrochez l'axe du moteur avec l'axe des roues. Je simplifie, hein, d'accord, c'est pas vraiment les bons termes, mais voilà. Là, vous décrochez, vous défaites le contact entre le moteur et les roues. Ça veut dire que le moteur, il tourne dans le vide, en fait. Donc là, vous allez débrayer. Quand vous allez enlever le pied de votre pédale, ça va se raccrocher. Les deux vont se remettre en contact. Après, ça va se raccrocher. Donc, vous allez entraîner les roues. Donc là, quand vous allez enlever le pied de la pédale, vous allez embrayer. Ça, c'est un moyen mémotechnique. Donc, je descends le pied, je défais le contact entre le moteur et les roues, je débraye. J'enlève mon pied, ça commence à entraîner la voiture, donc j'embraye. Voilà, donc c'était réponse A. Ne pas s'arrêter à un contrôle routier, c'est commettre un refus d'obtempérer, réponse A, un délit de fuite, réponse B.
Donc ça, on a déjà vu dans une des séries précédentes. N'hésitez pas d'ailleurs à refaire les séries précédentes aussi. Elles sont toutes bonnes. Hein. Si il y a une réglementation qui change et quelque chose ne va pas, je n'hésiterai pas à enlever la vidéo, d'accord, et à vous en remettre une nouvelle plus adaptée. Là, il ne faut pas confondre refus d'obtempérer et délit de fuite. Le délit de fuite, c'est quand on est impliqué dans un accident, que ce soit corporel ou matériel, peu importe, et qu'on prend la fuite, donc pas soit remplir le constat, soit secourir la personne. Ensuite, le refus d'obtempérer, c'est quand on ne veut pas écouter les ordres de soit la police ou de la gendarmerie, mais c'est quand on refuse d'obéir aux ordres des forces de l'ordre. Donc là, c'était réponse A, c'est un refus d'obtempérer. Les aides à la conduite participant à la réduction de la consommation sont le régulateur de vitesse, réponse A, le limiteur de vitesse, réponse B, l'ordinateur de bord, réponse C, l'ESP, réponse D. Alors, qu'est-ce qui permet de réduire la consommation? Le régulateur de vitesse et le limiteur de vitesse, ça vous permet de maintenir une allure constante, d'accord? D'éviter d'accélérer, freiner constamment. Donc, plus on maintient une allure constante, moins on va consommer, d'accord? Donc déjà, ces deux-là sont bons. Ensuite, l'ordinateur de bord, lui, permet de voir notre consommation moyenne et même instantanée, c'est-à-dire au moment même où on circule, d'accord? Et donc, ça nous permet d'adapter notre comportement pour pouvoir justement baisser cette consommation. Ça va nous aider. Donc, c'est aussi l'AC. L'ESP, ça permet seulement d'améliorer la trajectoire de notre voiture, d'accord? Surtout sur sol humide. Donc, ça n'a pas d'incidence du tout sur la consommation. Donc, c'était réponse A, B et C. Je prête davantage attention au côté droit, réponse A, au côté gauche, réponse B. Alors là, qu'est-ce qu'on observe? On observe le véhicule en stationnement, donc je vais être obligée de m'écarter. À gauche, il y a des ouvriers du bâtiment qui ne me regardent pas, donc ça semble être de ce côté-là. On peut regarder, hein, voir s'il y avait par exemple un piéton qui arrive derrière la voiture qu'on ne voyait pas. On peut remettre la vidéo et on va voir ça. Donc là, pour l'instant, on ne voit pas de piéton là qui arrive sur les côtés, ni à travers derrière les vitres. Donc il y a une confirmation, il n'y avait pas de piéton ici. Pas de portail qui s'est ouvert, donc pas de piéton non plus qui sort de là. Donc le danger principal, il est là, hein, parce que si on observe bien, ils ne nous ont pas vus une seule fois, regardez. Ils ne se sont pas retournés une seule fois, en plus ils font du bruit, certainement à l'intérieur en prenant leur seau, donc ils ne m'ont peut-être même pas entendu arriver. Donc je dois être beaucoup plus vigilante par rapport à ces piétons qui sont ici. Donc je surveille davantage le côté gauche, réponse B. Pour ne pas être gêné lors des manœuvres, ce conducteur retire l'appui-tête. Il fait le bon choix. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'appui-tête, c'est super important de le garder. Ça vous évite le coup du lapin. Vous savez, c'est la tête qui part en arrière et qui n'est pas retenue parce que vous avez enlevé l'appui-tête. Et là, ça peut vous abîmer les cervicales. Vous pouvez être paralysé suite à ça, par exemple. Donc surtout, c'est pas une bonne idée d'enlever l'appui-tête. Donc, est-ce qu'il a fait le bon choix là? Non. Réponse B. Lorsque les feux diurnes fonctionnent, les feux rouges arrière sont allumés. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, les feux diurnes, vous savez, c'est les petits feux qu'on voit le jour. Ils permettent de voir la voiture mieux. C'est l'intérêt, hein, de mieux les voir la journée. Comment ils fonctionnent? En fait, ils s'allument automatiquement quand je vais démarrer, quand je vais mettre le contact de ma voiture. Dès que je vais mettre en route ma voiture, les feux diurnes vont s'enclencher. Je n'ai rien à faire, ça se fait automatiquement. Par contre, dès que je vais enclencher, par exemple, mes feux de croisement ou mes feux de route, là, les feux diurnes vont s'éteindre parce qu'ils vont laisser la place aux autres feux. Quand les feux diurnes s'allument, les feux à l'arrière ne s'allument pas. Les feux à l'arrière s'allumeront uniquement lorsque je vais enclencher mes feux moi-même, c'est-à-dire mes feux de position, mes feux de croisement, mes feux de route, etc. Donc là, les feux rouges à l'arrière ne sont pas allumés. Réponse B. Marseille est à 220 km. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse est limitée à 110 km/h. Réponse C. 130 km/h. Réponse D. Alors, ici, on voit bien que Marseille est bien à 220 km. Maintenant, à quelle vitesse on est limité? Donc, on peut voir qu'on est sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central. Donc, parce que ici, vous avez un terre-plein. Là, vous avez une ligne continue. Donc, on est bien sur un sens unique. On a ensuite le cartouche là qui nous dit que nous sommes sur une nationale. Donc, ça nous confirme qu'on n'est pas sur autoroute. En plus de ça, les panneaux ici ne sont pas bleus. Si on avait été sur l'autoroute, il aurait fallu que tous les panneaux là soient bleus de direction. Mais vous avez vu, hein, on a un peu de bleu ici. Pourquoi? Parce que un peu plus tard, on aura la possibilité de suivre Marseille, soit en restant sur une nationale, soit en prenant l'autoroute. On aura le choix. On aura la possibilité de choisir. Mais on n'est pas pour autant sur l'autoroute actuellement. Donc là, c'était une nationale, ce qui veut dire que là, on est sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central, sur une nationale. Donc la limitation de vitesse est à 110 km/h. Donc c'était réponse A et C. Je dois respecter une distance de sécurité d'au moins 1 seconde, réponse A, 2 secondes, réponse B, 50 mètres, réponse C, 100 mètres, réponse D. Donc ici, on nous dit qu'on a une obligation de maintenir une distance de 50 mètres au minimum entre deux voitures. Ici, on a un autre panneau qui nous dit qu'on doit maintenir une distance minimum de 100 mètres entre deux véhicules. Et là, faites attention, vous avez un panonceau. Et le panonceau, il est toujours pour le panneau qui se trouve juste au-dessus. Donc, en fait, ce panneau-là, ça concerne uniquement les 3,5 tonnes, uniquement. Nous, le panneau qui nous concerne, c'est celui-ci. Donc, on doit respecter une distance minimum de 50 mètres entre deux véhicules. Donc, c'était réponse C. Ce conducteur peut circuler en toute sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors si vous observez bien, il manque un feu. Et le fait qu'il manque un feu, ça peut être dangereux pour deux choses. C'est que déjà, ça n'éclaire pas assez bien la route, mais qu'ensuite, on risque de vous confondre avec une moto. Donc ça peut être dangereux. Donc c'était réponse B.